le on et enfin le mark et le space. Donc j'allais voir mes gars au labo, je leur ai dit écoutez comment on fait. Bon, ils m'ont donné une petite porte où et ça a inversé le signal et moyennant quoi j'avais des beaux listings. Alors la transmission de la télémétrie du fameux Oscar, là, UOSat, je ne sais plus lequel c'était, en 84, c'était de l'ASCII, donc c'était des 0 à 9. Alors de temps en temps, il y avait des erreurs. Alors j'ai fait un programme de décodage, hein, ce n'était pas un CRC. Quand il y avait un bit qui sautait, c'était ou un 0 ou un 9. Si c'est un bit qui saute, on peut trouver le chiffre qui est le plus proche. C'est pas difficile, c'est une table ASCII, les chiffres se suivent. En revanche, de temps en temps, il y avait plus d'erreurs, alors j'ai mis, il y a un point d'interrogation de temps en temps. J'ai envoyé ça à l'UOSat, enfin au SERET, ils étaient très contents. Enfin, je pense que non, parce qu'en fait, en réalité, comme ils sont à côté de Londres, on avait les mêmes données. C'est pas grave. 87, vous voyez, on fait des sauts dans l'espace et dans le temps. Alors là, grand sourire, pourquoi? Parce que j'ai changé mes antennes sur le toit d'un immeuble de Paris qui a quand même 7-8 étages. Hein. J'avais de la chance, à l'époque on pouvait mettre des antennes. J'ai mis une 2 x 9 éléments croisés, celle que, voilà, plus une 10 éléments KLM, 2 x 10 éléments croisés KLM en 435. J'ai mis des préamplificateurs. Bref, j'ai fait une station que vous connaissez tous maintenant, tout le monde a ça, hein, mais c'était en 87. 40 mètres de coaxial. Alors là, 40 mètres, j'ai eu de la chance de pouvoir mettre un coax qui avait très faible perte, 8 dB sur 100 mètres à 400 mégas, sur 40 mètres, on ne perd rien, quoi, surtout à 144. Et l'autre coaxial pour le 400 mégas, il n'a que 5 dB de perte sur 100 mètres. C'est un gros coax. Bon, j'avais un très très beau signal. Il y avait un moteur de site azimut, etc. Bref, formidable, quoi. Alors le PC, eh ben, c'est le PC d'après. Je me suis construit un H88, puis ensuite un H89, puis ensuite un Z100. Et ça, c'est le Z100. Alors le Z100, c'est la Rolls-Royce de l'époque, hein. Un CPM, vous ne savez pas ce que c'est, mais enfin c'est le premier operating system pour les systèmes d'opération. Chaque marque avait son CPM, c'était très pratique. Il y avait une quarantaine de CPM. Alors dans mon club informatique qu'on avait créé à l'époque, on faisait des transcriptions de CPM à CPM, c'était très drôle, on n'avait que ça à faire. Et l'horloge, je ne sais plus à quelle vitesse il fonctionnait, mais en tout cas il fonctionnait. Il y avait 2 ports série, un port parallèle et 2 disquettes. Oh là là, la joie, des disquettes qui faisaient 320K de mémoire. C'est là que j'ai appris à commencer à compiler, à faire de la programmation en C. Et je me suis découvert une espèce de vocation pour programmer, et moi qui étais complètement ignare dans ce domaine jusque-là. Et alors, on recevait, comment est-ce qu'on recevait des informations? Il n'y avait toujours pas d'Internet, hein, 88, hein, enfin c'était le tout début. Hein. Eh bien, il y avait la radio, les BBS. Donc j'avais une BBS dans Paris, je l'ai toujours d'ailleurs, mais elle n'est plus en radio, elle est uniquement sur Internet. C'est triste. Et on recevait les informations par des bulletins en AX25, en paquet AX25, voilà, avec les éléments. Comme vous pouvez voir, les gens envoyaient les informations. Ça, c'est pas le 2 lignes, c'est pas le 2 lignes de la NASA, c'est le format AMSAT. L'AMSAT avait créé un format un peu spécial, qui était différent, mais qui était plus lisible. On lisait les éléments, on lisait l'ascension droite du nœud ascendant, on lisait l'excentricité de l'orbite. Vous voyez que c'est très faible, donc il était circulaire. Le périgée, etc., etc. Donc c'est les paramètres de l'équation de Kepler pour ceux qui savent. J'ai appris ça hier. Hein. C'est François-Xavier qui m'a expliqué ce que c'était. Bon, alors 88-93, c'est la suite. Là, on a à chaque fois un nouveau satellite, un nouveau mode, etc. J'ai fait du trafic avec Oscar 12 en mode B, Oscar 13, on en reparlera, Oscar 21, AMSAT Oscar 21, Mir, alors Mir, on en reparlera aussi, avec des radioamateurs à bord de Mir, et puis même du paquet radio à bord de Mir. Bon, ça c'est les balises, je passe sur les balises, on recevait ça toujours ça par BBS, avec, ça c'est quand même intéressant, ça c'est la balise CW d'Oscar 13, qui est un très très beau satellite, qui a été lancé avec un moteur d'apogée, un changement d'orbite, enfin ils ont allumé et réallumé le moteur pour changer d'orbite deux ou 3 fois. Et à chaque fois, on avait les informations, on était là à se dire pourvu que ça marche, pourvu que ça marche. On avait l'information en télégraphie et je retranscrivais l'information, je rediffusais sur Internet, sur BBS, lapsus, les informations qui étaient transcrites à partir de la CW.
Bon, bonne nouvelle, le satellite a bien marché, enfin le tir a bien marché. Après le succès de l'élévation du périgée, un second tir du moteur est nécessaire pour augmenter l'inclinaison à 57 degrés. Là, ça a très bien fonctionné. Et puis là, à la fin, youpi, ça a marché. Le 16 juillet, well done, tout fonctionne. C'est pas vrai. Moins 5 minutes. On termine. Donc, alors, les éléments de ligne, je me suis amusé à transcrire avec un petit programme en C les 2 lignes en format AMSAT. J'ai envoyé ça à l'AMSAT ENA. Ils m'ont remercié, ils m'ont fait un petit diplôme pour me remercier de ce don pour le programme AMSAT. Alors, tout à coup apparaissent les ordinateurs, on l'a vu, hein, et Instant Track. Alors ça, Instant Track, c'est un programme formidable qui nous a permis enfin de calculer les passages en temps réel. Alors avec une petite routine à assembler, on pouvait même télécommander l'antenne, faire les moteurs et faire des poursuites de satellites. Enfin, en 90 apparaît un grand événement, c'est le PACSAT, Oscar 16, qui a permis de faire une expérimentation à 1200 baux de transmission de fichiers. On pouvait envoyer des fichiers, les recevoir. À 1200 baux, ce n'était pas très facile, d'autant plus qu'il fallait faire du BPSK pour envoyer et on recevait en Manchester ou l'inverse, je ne sais plus. Il y avait 2 programmes, PB, PG, etc. Alors, je suis allé pendant 4 ans à l'AMSAT-UQA, il y avait une foule là-bas, c'était le grand événement, c'était la grand-messe des radioamateurs. En 90, en 91, j'ai noté 142 participants, 17 pays représentés, j'ai rencontré toute la fine fleur, Peter Gelzoff, Léonid Laboutine, le russe, les Américains, Martin Sweeting, qui a été anobli par la reine pour son magnifique travail au Surrey, etc., etc. Sir Martin Sweeting. Et maintenant, il a aussi des cheveux blancs. Hein. Et voilà, etc., etc. Donc, comme je n'ai plus que 4 minutes, je termine. Bon, les communications en 9600 baux par satellite en 91. 9600 baux par satellite. C'était fantastique. Personne ne savait faire ça sur Internet. Vous aviez des trucs qui marchaient à 1200, à la limite, 1275, etc. Donc, on faisait mieux avec des satellites qu'on ne faisait avec autre chose. Alors pour ça, il fallait faire très attention parce qu'il fallait ajuster la fréquence pour que les données, les bits soient bien échantillonnés au bon endroit. Donc il y avait le fameux diagramme de l'œil, on synchronisait le signal qui arrivait sur un oscilloscope, on voyait, il fallait que l'œil soit bien ouvert, sinon les datas ne sont pas bien échantillonnées, on faisait des erreurs de compilation. J'aimais bien expliquer dans le REF comment on trafique par satellite, donc j'ai fait 1 ou 2 articles. On a créé l'AMSAT France en 1996, vous reconnaissez Christophe au milieu, sous une réplique du satellite russe dont je vais parler maintenant. On a créé la première AMSAT, un an après 350 membres, 2 ans après, enfin en 1999, 500 membres à l'AMSAT France, 500 membres. On a créé le Radioamateur Club d'Espace, avec lequel on a fait un nombre incroyable de petits satellites dont vous n'avez jamais entendu parler, Maël, Castor et Pollux, Satédu, et puis il y a eu finalement Idéfix qui a été très très sympa. C'était 2 petits satellites qu'on a collés contre les parois internes du 3e étage d'Ariane et qui ont, avec des piles, des batteries, et ça a donné à Ariane Espace l'orientation que devient leur 3e étage une fois qu'ils ont largué les satellites. Et c'est la première fois qu'ils ont eu des télémesures. Ce n'est pas l'époque d'Orion maintenant où ils font de la vidéo en temps réel. Hein. Là, Ariane Espace a eu à cette époque-là, grâce à Idéfix, et qui a été fait par Guylain Ruy. Hein. Bon, et je vais vous parler maintenant des satellites russes parce que c'est trop mignon. Alors Mir, c'était la station spatiale faite par l'Union soviétique, qui était, vous voyez, c'était pas n'importe quoi, hein, c'est une belle station, avec des cosmonautes. Je les ai rencontrés à Paris parce qu'on leur a remis... j'ai rencontré toute la fine fleur, Sergei Samburov, tout ça, qui entraîne les radioamateurs à bord de Mir et à bord de la station spatiale maintenant quand c'est des Russes qui y vont, ou bien quand ce sont des Français qui vont en Russie, etc. Signé par Anatoly Soloviev, Pavel Vinogradov, des célébrités de l'époque. Ils m'ont fait aussi des petites dédicaces de Mir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce satellite? bien, ça, c'est une réplique du Sputnik qui nous a été demandée par les Russes, qui a été fait par l'AMSAT France avec Gérard Auvray, qui le tient dans la main. Et c'est 2 Chinois, hein, vous savez, les trucs de cuisine, là, 2 Chinois, on met des antennes, et c'est une réplique à peu près un 10e du Sputnik. Et il faisait bip, bip, bip,
Et la fréquence du bip donnait la température interne du satellite. Quelle température il fait dans un petit satellite lancé dans l'espace, à votre avis? Au Soleil, il fait très chaud. Et ben, à l'intérieur, il fait 25 degrés. Sans aucune régulation ni rien. On a juste peint un peu l'intérieur en noir. C'est fabuleux. On peut installer dans l'espace, il fera plus chaud que chez moi. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. То ли люк, то ли непонятное что-то для нас, уплотнение или что-то. А потом, когда давление падало, вот этого усилия отталкивающего уже не хватало, и давление останавливалось. И вот оно у нас уже стоит до сегодняшнего дня, вот так, до сегодняшней минуты. Hein? Première fois, une première mondiale. Alors, Christophe m'a dit qu'il y avait déjà eu des risques, bref, des passifs, mais lui, il était actif. Hein? Bon, on n'a jamais réussi à se persuader les Américains de faire la même chose avec la navette, à la main. Ils avaient peur que ça leur revienne dans la figure. Il y en a eu 2 lancés comme ça. Le deuxième a été fait... Le successeur... Programme spatial international de satellites éducatifs. International Space School Sputnik Program. Международная космическая школьная программа «Спутник». Alors, ça, c'est dans la réplique de... Pareil, aussi, c'est pareil, une réplique du Sputnik. Et c'est enregistré sur un circuit de répondeur téléphonique. Hein? On n'a rien inventé. Et Aurélie Boivin, qui est la fille de F6CWN, avait fait des essais d'enregistrement. Alors, ce que vous voyez là, ici, c'est la petite... le Sputnik, c'est deux platines, une platine radio, une platine BF, enfin avec l'enregistrement, et tout ça à l'intérieur du satellite. Voilà. Bon, c'est l'aventure RS, etc. Je vais passer sur Oscar, le Phase 3D. Tout le monde a connu Phase 3D. Je vais vous parler d'Arsène. Je suis en retard de 2 minutes. Je parle d'Arsène. Alors Arsène, c'est un projet qui a duré malheureusement très 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 longtemps, 79-93, l'ancien 93. Une merveille. 154 kilos, construit par Supaéro. Mais il a surtout fait travailler des centaines d'étudiants qui, au lieu de bosser sur des cockpits qui ne verraient jamais. Hein. Vous savez, les travaux pratiques dans des écoles d'ingénieurs comme ça, on leur fait faire des trucs qui n'ont aucun sens à l'époque. Et Jean Gruau, FIZS, inspecteur général du CNES, ayant vu mon nomogramme, me téléphone un jour en me disant « Bernard, est-ce que vous voulez construire un satellite avec nous ?» Je lui dis « Mais moi, j'y connais rien. » Bon, il m'a dit ah, « Vous ferez la communication. » Je fais la communication. Et donc, il a fallu longtemps pour faire ce satellite à Supaéro. Il était extraordinaire, 154 kg, un moteur à poudre que vous voyez en bas à gauche, c'est le... Vous ne le voyez pas. Mars, il est... Ah ben, c'est trop noir, mais enfin, il est là. Alors, c'est un moteur de missiles, les missiles du plateau d'Albion. Hein, c'est un moteur à poudre qui peut contenir, je ne sais pas combien de kilos de poudre, mais vous l'allumez, ça part. C'est de la poudre. Alors, Jean Gruau, il a persuadé les gens de, je ne sais pas qui, de leur donner un moteur qui était sur étagère. Il a dit, je vais vous le qualifier dans l'espace. Vous n'avez jamais qualifié votre moteur dans l'espace. Donc, on avait ça. Les petites bonbonnes, là, c'est parce que c'était un satellite stabilisé 3 axes avec des jets de gaz en rotation. D'ailleurs, il tourne toujours. Hein. Et on l'entend on n'en entend plus parce qu'il ne marche plus. Mais bon, il y avait des panneaux solaires ASGA donnés par les Italiens. Le capteur solaire, là, il l'a piqué sur il servait de presse-papier chez un type du CNES. Il l'a piqué. C'est un capteur solaire, hein. Ça vaut des fortunes. Bon, il est dans l'espace, à 36 000 km, à 20 000 km d'altitude. Il avait un transpondeur bande S qui a été activé parce que malheureusement l'émission sur 144 ne marchait pas. Et pour l'activer, d'abord il a fallu lui faire activer la bande S. Alors là, il a fallu en demander à une antenne 5PL qui a transmis ce qu'il fallait pour le faire passer en bande S. Ensuite, déclencher le moteur d'apogée par télécommande. Pour ça, moi j'étais à ce moment-là à Toulon, sous la parabole du centre d'essai en Méditerranée, pour écouter le satellite parce qu'on a besoin de leur antenne pour écouter. Et ils ont déclenché le moteur d'apogée. La télémesure ça a chauffé à l'intérieur du moteur, enfin dans le satellite. Je passe. Voilà où il est. Il est là-haut. Il est sur une orbite de 17 000, 36 000 km, silencieux. Mais regardez, cette orbite, elle est formidable parce qu'en fait, il fait le tour de la Terre en 3 semaines.
Donc il est au niveau de l'équateur, c'est quasiment un orbite géostationnaire, mais qui tourne, si j'ose dire. Je suis désolé, Christophe. Hein. Alors, Claudie André Deshaies, vous voulez entendre Claudie André Deshaies? Bravo Unisson, bonjour. Non, excusez-moi, Claudie. R0 Mir, Claudie André Deshaies à bord de la station Mir, appel et écoute. R0 Mir, Claudie André Deshaies à bord de la station Mir, appel et écoute. Ah, d'accord. Et après, Jean-Pierre Aigneret, lors d'une sortie extravéhiculaire, il a lancé un des satellites encore une fois, mais cette fois-ci, on lui a dit surtout ne l'activez pas, parce que les Russes avaient revendu l'idée à Swatch, commercial, pour faire de la publicité, genre, voilà. Alors l'avenir, what else, j'avais dit what else, hein. Christophe vous en a parlé hier, c'est les microsatellites. C'est les microsatellites et les géostationnaires, à mon avis. Merci de votre attention.